Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Collection internationale. Dirigée par Denis Rolland, Joël Chassin, Françoise Dekowski et Marie-Hélène Touzalin. Cette collection a pour vocation de présenter les études les plus récentes sur les institutions, les politiques publiques et les forces politiques et culturelles à l'œuvre aujourd'hui. Au croisement des disciplines juridiques, des sciences politiques, des relations internationales, de l'histoire et de l'anthropologie, elle se propose, dans une perspective pluridisciplinaire, d'éclairer les enjeux de la scène mondiale et européenne. Dernière parution. Imad Eddine Htimid Dir. Le management de l'INCVATICN au Marca, 2020. Antoine Dutil. L'apatrimonialisation des semences végétales, 2020. Antoine Ullestad. Les frontières extérieures de l'UNICN européenne. Étude de l'internationalisation du marché intérieur, 2020. Jean-Luc Mathieu, l'Institution du défenseur des droits, 2020. Élodie Rémy, réfugiés, l'hébergement chez des particuliers. Des liens qui rendent libre, 2020. Garik Galstyan, l'écologie en Arménie, le lac Sevan et l'émergence du mouvement écologiste, 2020. Miguel Suárez Boza, le port de Casablanca au XXe siècle. Une sourcette développement pour le Maroc, 2019. Guy Laurent, les ambiguïtés de la démocratie participative, de Porto Alegre aux Gilets jaunes, 2019. Despina Tomescu, Roumanie histoire d'une identité, 2019. Jean Kudela et Bernard Laurie Dir, le regard sur l'autre en Europe médiane, 2019. Rubenilson Brazao Texera, avec la participation d'Edja Triguero, des deux côtés de l'Atlantique, Natal Dakar dans une perspective comparative, 2018. Jules Durand, lettre de prison septembre 1910 au février 1911, 2018. Félix Pavia, Mexique, la guerre perdue contre le narcotrafic, 2018. Lort Servaer, Colombie, la paix comme levier politique international, 2018. Antonia Aemo Sanchez, Marie Galera, métissage de la création théâtrale. Amérique hispanique Espagne-France, 2018. Tristan Lefortmartne, des droits pour la nature. L'expérience équatorienne, 2018. Comité scientifique. Professeur ABW Daniel, historien, Université de Yaoundé. Professeur KOUFAN Jean, historien des relations internationales, Université de Yaoundé. Professeur MANTASS Aboya Ndong, politologue, Université de Yaoundé 2. Professeur MOUICH Ibrahim, anthropologue politique, Université de Yaoundé 2. Professeur Ondoa Magloire, juriste, Université de Douala. Professeur Onana Janvier, politologue, Université de Ngaoundéré. Professeur Pondy Jean-Emmanuel, politologue internationaliste, IRIC Université de Yaoundé 2. Professeur Nejoya Jean, politologue, Université de Yaoundé 2. Professeur NTUDAEBODE Joseph Vincent, géostratège, Université de Yaoundé 2. Professeur Dong MOUGNOL Maxime, historien, Université de Yaoundé. Professeur Idrissou Alioum, historien, Université de Maroua. Professeur Leka Essomba Armand, sociologue, Université de Yaoundé. Professeur MANDJEM Yves Paul, agrégé de sciences politiques, Université de Yaoundé 2. Professeur MESSANG Agnamding Pascal Charlemagne, juriste politologue, IRIC Université de Yaoundé 2. Professeur Owona Nguini Eric Mathias, sociopolitiste, Université de Yaoundé 2. Professeur SAIBOUISA, historien, Université de Maroua. Professeur TAGEMFA, historien, Ministère de la Recherche scientifique et de l'Innovation. Professeur NNA Mathurin, politologue, Université de Ngaoundéré. Professeur Théo Huo Herman, politologue, Université de Ngaoundéré. Professeur NZENGOA Willy Broad, historien, Université de Yaoundé. Professeur NDOBEGANG Michel, historien, INS de Yaoundé. Comité de lecture. Dr Ndikaum Azieh,
Dr MEKINDE Jean-Pierre, Dr ETOA Oyono Georges, Dr MBATSOGO Nkolo Ambroise, Dr Bidia RE accent aigu NE accent aigu, Dr Mebeng Dangans Gilbert, Dr Akono Fabrice, Dr Messina Mvogo Ernest, Dr Koum Georges. Liste des contributeurs. Atanga Luc Armand, politologue, maître de conférence à l'Université de Yaoundé 2. BATENGUEN Assil Raphaël, historien des relations internationales, maître de conférence à l'Université de Douala. BEGOUMENIE Bertrand, docteur en histoire économique et sociale, chargé de cours à l'Université protestante d'Afrique centrale. EIDIASRE accent aigu NE accent aigu, docteur en histoire des relations internationales, enseignant permanente à l'Institut des relations internationales du Cameroun, IRIC, au département de l'intégration et de la coopération pour le développement. Elong-Fils François-Xavier, docteur en sciences politiques de l'Université Jean Moulin Lyon 3, chargé de cours au département de diplomatie et des enseignements professionnels de l'IRIC. ETOA Oyono Georges, docteur en histoire des relations internationales, assistant au département d'histoire de l'Université de Ngaoundéré et enseignante associée à l'Institut des relations internationales du Cameroun. FOFACK Eric Wilson, docteur en histoire des relations internationales, chargé de cours à l'Université de Tchang. Kamanda Jean, docteur en histoire des relations internationales à l'Université de Yaoundé. MBAKO Penana Giscard Lionel, doctorant au département d'histoire de l'Université de Yaoundé sous la direction du professeur Jean Koufane Mankene. Mepongo Fouda Francis Pierre, docteur en histoire des relations internationales à l'Université de Yaoundé. MINKONDA Herman, PhD en sciences politiques à l'Université de Yaoundé ISOA, et chargé de recherche au Centre national d'éducation CNE, au ministère de la Recherche scientifique et de l'innovation du Cameroun, MINRESI. Molo ZOGO René Lionel Brice, doctorant au département d'histoire de l'Université de Yaoundé. Molo Olinga Jean-Marie, doctorant au département d'histoire de l'Université de Yaoundé. MOUNKAM Amexan Silence, doctorant au département d'histoire de l'Université de Yaoundé sous la direction du professeur Jean Koufane Mankene. Ndonga Teoka Sylvain, docteur en relations internationales de l'Institut des relations internationales de l'Université de Yaoundé 2. NGAYAPNGANDEU, doctorante au département d'histoire de l'Université de Yaoundé sous la direction du professeur Jean Koufane Mankene. NJUAFAC Kennedy FONJU, historien des relations internationales, chargé de cours à l'Université de Tchang. Onana ATOUBA Pierre Paulin, maître de conférence, département de LLCII, Université de Yaoundé. Onana NTSA Fabrice, doctorant au département d'histoire de l'Université de Yaoundé, sous la direction du professeur Jean Koufane Mankene. Suilari Sama, docteur en histoire des relations internationales à l'Université de Yaoundé. Préface. Il est un truisme de constater et d'affirmer que la scène internationale contemporaine laisse entrevoir la réalité d'un monde assez complexe. Les rapports mouvants et multiformes entre acteurs des relations internationales, l'apparition de nouveaux phénomènes internationaux et transnationaux de plus en plus variés, etc., témoignent en réalité et à suffisance du caractère essentiellement dynamique des relations internationales contemporaines. Toute chose qui met à l'épreuve son champ disciplinaire, ou plus précisément les scientifiques, les observateurs dans leur volonté de compréhension de ces données pour l'actualisation des connaissances. Le chantier, loin de décourager, a plutôt suscité l'intérêt et la curiosité de bon nombre de chercheurs, dont le professeur Jean Koufane Mankene qui en a consacré une bonne partie de sa carrière intellectuelle et dont les présents mélanges rendent témoignage. L'éventail important de questions que posent aujourd'hui les relations internationales appelle des analyses approfondies et transversales pour tenter d'apporter des réponses pertinentes. Pour ce faire, les présents mélanges ont connu le concours et la contribution de chercheurs variés et de tous ordres, tels que des historiens, des juristes, des politistes. Les auteurs dans leur jugeote analytique ont en commun le souci de partager,
de faire comprendre les relations internationales contemporaines dans leur vision inter- et pluridisciplinaire. Sans prétention d'exhaustivité, cet ouvrage permet donc de scruter de fond en comble des thématiques importantes des relations internationales au niveau mondial, mais en s'attardant davantage sur les réalités des États africains et de l'État du Cameroun en particulier. La prépondérance des thématiques développées sur l'Afrique dans cette étude témoigne certes de la proximité des chercheurs avec ce terrain, mais démontre clairement qu'aujourd'hui, l'Afrique se positionne comme un acteur majeur des relations internationales. Il ne pouvait donc en être autrement. Le lecteur trouvera donc dans cet ouvrage une analyse dense et pertinente sur des questions internationales telles que la coopération internationale, les droits de l'homme, la résolution des conflits, la diplomatie, l'intégration régionale, la politique étrangère du Cameroun, la sécurité, la paix. L'expérience de la lecture de cet ouvrage lui donnera la capacité de comprendre et de se faire son avis sur ce que sont les relations internationales aujourd'hui. Professeur Syriac ESSEBA. Introduction générale. Un adage populaire dit qu'il n'y a pas de maître sans disciple. La vocation d'un enseignant d'université, d'un maître, consiste d'abord à déceler, détecter et promouvoir les esprits brillants. Cette vocation fut le souci permanent, presque obsessionnel du professeur Jean Koufane Mankene au cours de ses 32 années de magistère dans les universités camerounaises. Les présents mélanges en sont le témoignage vivant et émouvant. C'est avec fierté que les disciples du professeur Koufane Mankene présentent le présent ouvrage, mélange réalisé en son honneur, au moment où il prend officiellement et formellement sa retraite académique. Sous le titre Comprendre les relations internationales contemporaines, ils saisissent cette occasion pour lui témoigner leur reconnaissance et leur gratitude pour ses nombreuses années de commerce intellectuel. Pour ce faire, ils ont unanimement fait le choix d'inscrire ces mélanges dans le champ des relations internationales, avec l'intitulé ci-dessus mentionné. 3 raisons essentielles militent en faveur de ce choix. Primo, l'histoire des relations internationales constitue à n'en point douter la spécialité et le principal champ de prédilection du professeur Jean Koufane Mankene. En effet, si l'illustre maître est d'abord un historien, il est aussi un internationaliste issu de Sciences Po Paris. Son érudition en la matière et le florilège des travaux, ouvrages, articles, qu'il a réalisés et dirigés, thèses et mémoires, dans ce domaine lui confèrent incontestablement la qualité d'internationaliste. Secondo, au-delà de sa formation et de sa production scientifique, s'il est un domaine dans lequel le professeur Jean Koufane Mankene a marqué et séduit ses apprenants, c'est bien les relations internationales. L'immensité de sa connaissance des enjeux et des phénomènes internationaux le distinguait de ses autres collègues historiens, et suscitait l'admiration des étudiants, y compris ceux des autres disciplines des sciences humaines et sociales. Ce n'est d'ailleurs pas un hasard si l'essentiel de ses disciples se recrutent dans le champ des relations internationales. Tierceau, si le professeur Jean Koufane Mankene est un internationaliste, son approche et sa lecture des phénomènes internationaux sont atypiques et singulières. Cette singularité et cet atypisme découlent de sa démarche éclectique et pluridisciplinaire, de son approche qui s'inscrit dans la déconstruction chère à Jacques Derrida, du renouvellement et de l'actualisation des thématiques de recherche, de l'actualisation des méthodes de recherche à travers une adaptation phénoménale aux nouvelles approches méthodologiques et épistémologiques dans un environnement universitaire foncièrement attaché au classicisme méthodologique et épistémologique, et peu enclin à intégrer les innovations en la matière. Ce cocktail méthodologique et épistémologique fonde donc l'originalité de la lecture koufanienne des relations internationales qui lui vaut des admirations bien au-delà des cercles restreints d'historiens. Ceci est visible dans la multitude des contributions reçues dans le cadre de ce projet, et qui a finalement commandé la publication non pas d'un seul ouvrage comme initialement prévu, mais plutôt de 2 volumes. Ce premier tome, en raison de la tonalité des articles ainsi que de la diversité et de la pluridisciplinarité de leurs auteurs, incarne amplement cette approche koufanienne des relations internationales. Pour ces 3 raisons, outre l'histoire des relations internationales, y sont contenues des contributions des autres disciplines qui participent à l'analyse des relations internationales, sciences politiques, droit, géopolitique, géostratégie, etc. Par ailleurs,
L'ouvrage est structuré en 4 parties qui traduisent chacune les principaux centres d'intérêt du professeur Jean Koufan Mankene en matière de relations internationales. La première partie intitulée « L'enseignant, son style et son discours » comporte 2 contributions. L'une présente le professeur Jean Koufan Mankene dans sa dimension d'enseignant, de chercheur et de vulgarisateur scientifique, tandis que l'autre décrypte son code langagier. Dans la deuxième partie qui s'intitule « La politique étrangère du Cameroun », 6 articles scrutent différents aspects de la politique étrangère du Cameroun, acteurs, relations multiformes avec les autres pays africains et même les pays extra-africains, conformément aux travaux du professeur Jean Koufan Mankene sur le sujet. La troisième partie, intitulée « Dynamique de relations internationales africaines », rassemble des réflexions qui analysent des problématiques actuelles des relations internationales africaines telles que la paix, la sécurité, le développement, l'intégration régionale, les conflits, le jeu et les enjeux des puissances étrangères. Quant à la quatrième et dernière partie de l'ouvrage, elle comporte 3 contributions qui scrutent des dynamiques extra-africaines ayant un impact sur le continent africain. Loin de tout esprit hagiographique que la modestie du professeur Jean Koufan Mankene a toujours réprouvé, il s'agit tout simplement pour les différents auteurs qui se réclament de son héritage, voire de son école, de perpétuer les moments heureux, exaltants qu'ils ont connus en sa compagnie, en amphithéâtre comme en privé, sur son penchant révisionniste de l'histoire diplomatique, sa lecture critique de l'actualité internationale et son regard hétérodoxe concernant la politique étrangère du Cameroun. Dr RE accent aigu NE accent aigu BIDIAS. Première partie, l'enseignant, son discours et son code langagier. Chapitre 1, Jean Koufan Mankene, l'enseignant, l'historien et le vulgarisateur. Mbakok Nana Giscard Lionel. Résumé. Cette étude présente le professeur Jean Koufan Mankene sous sa double casquette d'enseignant et de vulgarisateur scientifique. Sur la base de ses prestations dans les amphithéâtres et de l'analyse de son discours dans la presse écrite et audiovisuelle, le professeur Jean Koufan Mankene apparaît comme un intellectuel atypique et singulier. Un atypisme et une singularité qui découlent non seulement de sa mise simple et de ses qualités humaines, mais aussi de son éclectisme, de son iconoclasme, de son anticonformisme et de son goût pour la déconstruction. C'est donc un enseignant perspicace, pertinent, insatiable et perfectionniste. Mots-clés, médias, enseignant perspicace, iconoclaste, atypique. Introduction. Des illusionnistes prétendent que l'université est un monde apolitique, et que les universitaires devraient uniquement produire des ouvrages et des articles, accorder des interviews et apporter leur éclairage savant sur les questions en débat dans la société. L'archétype de ce discours illusionniste est contenu dans l'avertissement lancé par le président Paul Biya, lors d'une visite à Obalaha des hommes politiques qui voulaient créer une crispation des élèves et étudiants remuants, l'école aux écoliers, la politique aux politiciens. Rien n'est plus faux. La carrière du professeur Jean Koufan Menka accent aigu NE accent aigu, historien et enseignant engagé, tord le cou à la stupidité, au mensonge et à l'hypocrisie. Cependant, dans le contexte camerounais où la plupart des intellectuels ont succombé au charme des prébendes dispensées généreusement par le pouvoir à ceux qui se sont laissés dompter par lui, ont transformé l'université en antichambre du pouvoir en renonçant à l'esprit critique et la probité intellectuelle, le professeur Jean Koufan détonne du fait de son anticonformisme et son irrévérence là où la révérence et le suivisme sont devenus une sorte d'acné culturelle. Il est l'un des rares qui ont résisté à l'intégration dans le concert des laudateurs du régime. Tenu à l'écart du théâtre de la flagornerie qui est de règle au sein de l'institution universitaire camerounaise, il a payé son indocilité et son outrecuidance. Le professeur Jean Koufan se trouve dans cette dernière catégorie d'universitaires qui n'intervient que pour élucider une question, éclairer l'opinion et proposer des solutions. Son discours en amphithéâtre, dans la presse écrite et dans les chaînes de télévision, dans un Cameroun où le gouvernement en place a créé un climat de peur et de doute, nous amène à comprendre l'importance du caractère scientifique de l'homme pour le sauvetage d'une société gagnée par l'imposture. Sans pour autant vouloir faire l'apologie de l'enseignant, le présent article est d'abord un témoignage. Mais si le genre mémorialiste est empreint de subjectivité,
Nous nous efforçons de respecter les canons de l'écriture scientifique pour présenter dans une démarche analytique et critique le professeur Jean Koufane dans le choix de ses enseignements, et la permanence de son discours à l'amphithéâtre de l'université, dans la presse parlée et écrite et à la télévision. 1. Le professeur Jean Koufane Mankene, un enseignant iconoclaste. Le nom du professeur Koufane est pour plusieurs générations d'étudiants formés au département d'histoire des universités de Yaoundé et de Tchang, inséparable de la notion de courage. Lorsque nous faisions nos premiers pas à l'université de Yaoundé, dans les années 2009, le nom du docteur Jean Koufane Mankene était déjà une légende. On le disait chiche en note, mais sa réputation de rigueur, d'intelligence et de compétence l'avait précédé et nous étions curieux, et même excités de le découvrir. Pour l'auteur de ce texte, en effet, c'était une révélation. L'homme a une forte carrure. Il est simple dans sa mise et ouvert à la discussion. Il a constamment à ses côtés une meute d'étudiants qui le suivent ou l'accompagnent. Il dispense des enseignements qu'on peut qualifier de typés. En dehors de la méthodologie de l'explication des textes historiques, il enseigne l'histoire de l'Afrique et de l'Asie. On décèle sans difficulté à travers les intitulés de ses cours une orientation idéologique et doctrinale. Il y a par exemple les luttes sociales en Europe au XIXe siècle. Son cours sur la Chine est intitulé Du grand bond en avant aux 4 modernisations. Sur l'Afrique, histoire du néocolonialisme en Afrique noire. Il avoue que le choix de la périodisation n'est pas innocent. Ce sont des périodes charnières de l'histoire des peuples qu'il appelle prométhéens. Des exemples qui devraient inspirer les jeunes Africains. Son livre de chevet, dit-il, est « La tragédie du roi Christophe ». Si j'ai un conseil à vous donner, dit-il souvent, c'est de lire et relire cet ouvrage. Pour lui, Aimé Césaire est sublime dans son rôle d'historien de la tragédie du monde noir. Avec le recul du temps, je réalise aujourd'hui combien ces cours sont des armes de combat, tant ils charrient une idéologie de la résilience et de la résistance. Il dit toujours que l'école pour l'école est un luxe pour l'Afrique. On l'entendit même déclarer lors de sa soutenance de son HDR que s'il était président, sa première décision serait de fermer l'école supérieure polytechnique. C'est son côté provocateur. Il ne comprend pas que cette école qui forme des ingénieurs nucléaires ne s'investisse guère dans la recherche des solutions techniques aux difficultés quotidiennes des masses populaires camerounaises. L'intérêt du cours magistral est lié à la qualité de l'analyse de l'enseignant qu'il est. Son cours est distrayant et captivant. Son intérêt est lié à la faconde du maître, à la qualité de ses analyses et à l'esprit critique qu'il exerce sur chaque énoncé. Les étudiants, jeunes bleus fraîchement débarqués à l'université, sont toujours ravis de l'écouter. 1. L'intérêt des analyses de l'enseignant dans les campus universitaires, ou la pédagogie de la dissidence. Enseignant au département d'histoire à l'université de Yaoundé, l'homme a fait du chemin, gravissant trop lentement aux yeux de ses collègues probes et de ses admirateurs au nombre desquels je figure, tous les grades universitaires. Sa rigueur intellectuelle, son érudition et la pertinence de ses analyses lui ont valu plusieurs pseudonymes. Tot, érudit, Gnome KE accent circonflexe mag. À chaque fois que l'intellectuel intervient à l'amphithéâtre lors des cours magistraux, des séances de travaux dirigés ou des conférences, l'auditoire est séduit par son éloquence et enchanté par la qualité de ses analyses et la pugnacité de ses critiques. Pour exemple, en juin 2014, lors d'un séminaire sur la problématique des frontières réunissant les étudiants de Master 2, il y eut une grande incompréhension entre les enseignants invités sur la question de l'origine du nom Cameroun et la décision de l'administration coloniale d'adopter ce nom qui au départ ne concernait que les Douala à l'ensemble du territoire conquis. Après un débat houleux, l'intervention du professeur Jean Koufane sur le sujet avait remis de l'ordre dans le prétoire, car aucun enseignant ne s'était encore prononcé sur la question. La salle de conférence apprécia l'intervention par une salve d'applaudissements. Le contexte sociopolitique au Cameroun depuis les années 1950 avait imposé une chape de plomb sur le débat politique interne en général. Sous la menace de l'ordonnance de mars 1962 portant répression de la subversion, peu d'individus osaient s'exprimer librement sur des questions sensibles comme la politique intérieure et extérieure du Cameroun.
Ces éléments entraient dans la catégorie de ce que le poète Paul Dakeyo appelle « les nouvelles interdites ». Seul était toléré le plaidoyer en faveur du régime en place. Le discours anticonformiste, c'est-à-dire l'expression du moindre doute sur les actions politiques du régime, était proscrit, même dans les amphithéâtres. Le couperet des ordonnances de mars 1962 sur la répression de la subversion planait au-dessus des têtes. Même après la chute du dictateur Ahidjo et l'avènement au pouvoir de Paul Biya, qui prescrivait qu'il n'était plus nécessaire de prendre le maquis pour exprimer ses idées, la communauté scientifique était demeurée prudente et circonspecte. L'enseignant recruté en 1987 donna un coup de fouet à la recherche concernant les insurrections armées au Cameroun. Une génération plus tard, l'étude du phénomène du maquis qui occupe une place substantielle de la production historiographique académique tient de son initiative. Jacob Tatitsa, co-auteur de la Somme monumentale Cameroun. Une guerre cachée aux origines de la France-Afrique, sort de son écurie. Enseignant d'histoire, spécialiste d'histoire politique et des relations internationales, il est l'auteur d'une thèse de doctorat sur la vie politique au Cameroun sous l'occupation française. Il a une affiliation épistémologique connue de tous les étudiants. Il est de l'école déridienne et inscrit au Postcolonial Studies. Son parcours militant l'y prédisposait. En France où il était pour suivre ses études doctorales, il avait flirté un temps avec l'Union nationale des étudiants socialistes du Cameroun née de la dissolution de l'UNEK en 1977, le MANIDEM et l'UPC en exil, le Parti communiste français et la 4e internationale trotskiste. Son engagement politique, revendiqué en amphi, n'édulcore pas son jugement. Il ne dispense pas des éloges au régime de l'oligarchie dirigeante de Yaoundé. Ce sont ses termes, lorsqu'il s'agit d'analyser de façon concrète et froide les événements passés ou en cours dans le pays, mais ne l'accable pas non plus de critiques. Il affectionne de faire ce qu'il appelle l'étiologie des phénomènes historiques. L'histoire de l'origine des phénomènes est son dada. Ses enseignements intitulés L'histoire du néocolonialisme en Afrique noire et L'histoire de la politique étrangère du Cameroun sont d'une rare originalité. Néanmoins, ses étudiants retiendront de son roman historique sur la décolonisation du Cameroun l'idée du triomphe de l'imposture. Elle est la clé de la compréhension de la gouvernance nationale postcoloniale, le facteur explicatif décisif de l'échec du développement, de l'incapacité à respecter les droits de l'homme et à pratiquer la vertu en politique. L'idée est simple, l'histoire officielle du Cameroun écrite à la gomme et au crayon par les léviathans successifs est une imposture. Il ne fait aucune différence entre le régime du président Ahidjo et celui du président Biya, qu'il considère comme deux faces d'une même médaille. Et comme l'imposture ne produit rien de grand, la dictature instaurée en 1966 et poursuivie obstinément par Paul Biya est restée stérile pour le Cameroun. Son enseignement sur l'histoire de la politique étrangère du Cameroun dispensé aux étudiants de licence est censé apporter la preuve de ce qu'il appelle la tare génésique de l'oligarchie dirigeante du Cameroun. Un enseignement orienté et militant sans doute, mais qui incite à la prise de conscience politique. Son expression fétiche n'est-elle pas « l'Afrique n'a pas besoin de la science pour la science ». En son temps, Karl Marx reprochait aux philosophes de penser le monde alors qu'il s'agissait de le transformer. La force d'un intellectuel réside d'abord dans sa capacité à créer des mots, à inventer des concepts. De ce point de vue, le professeur Koufan fascine, ses enseignements sont une production de concepts audacieux. Quelques-uns sont restés gravés dans la mémoire de ses apprenants. Le syndrome allemand, le syndrome communiste, la diplomatie de l'impuissance, les philosophies molles, la diplomatie des effets d'aubaine, la diplomatie de l'esquive et d'autres encore. Pour des débats contradictoires sur des sujets passés et actuels du Cameroun et de l'international, il est parfois invité sur les plateaux de chaînes de télévision, à l'instar de Canal 2 International, Vision 4, Vox Africa, etc. De même, il accorde des interviews aux journaux camerounais, Mutation, Émergence, Le Jour, Africa Vision, et internationaux pour éclairer les lecteurs sur les questions relevant de son domaine de compétence. Dans les lignes qui suivent, nous présentons quelques sorties médiatiques mémorables de l'universitaire et son décryptage des questions politiques camerounaises. 2. L'analyse de l'intellectuel à la télévision sur des questions politiques.
les cas des émissions La Reine et Panafritude, le vulgarisateur. En revisitant ses interventions radio-télévisées, il ressort une chose que nous considérons comme absolument remarquable chez le professeur. C'est la recherche et l'identification de la cause profonde des événements. Ce qui le conduit à scruter le passé, à revisiter l'histoire. Il appelle cela la racine du problème. Ses cours sur l'histoire du néocolonialisme en Afrique noire, l'histoire de la politique étrangère ou l'Afrique dans l'histoire internationale du monde obéissent à cette démarche. Marxiste impénitent, il est aussi partisan du déterminisme qui postule que toute chose, tout événement a une origine. Ainsi a-t-il inoculé à des générations d'apprenants le paradigme de la sociogenèse. Il exerce cette mission d'éclairage en tout lieu et en toutes circonstances. Aussi ne boude-t-il pas les médias audiovisuels qu'il considère comme une caisse de résonance, un outil de diffusion et de démocratisation de la pensée. Au début du mois de novembre 2016, les enseignants et les avocats des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest avaient engagé des mouvements de contestation contre la mauvaise gestion du sous-système éducatif anglophone et contre les difficultés pour les avocats anglophones formés dans le moule anglo-saxon du common law de travailler dans la partie francophone du pays, etc. Ainsi, les mouvements corporatistes de contestation ont entraîné des arrestations des avocats et des enseignants qui, pour certains, ont été écroués à la prison centrale de Kondangui, à Yaoundé. Quelques mois plus tard, la grève des enseignants et des avocats avait pris une tournure armée. Des hommes tapis dans l'ombre comme Ayoub Tab avaient récupéré l'inconfort et le mal-être des anglophones pour revendiquer la restauration du British Southern Cameroons, en clair, la partition du Cameroun. Des intellectuels médiatiques exhumaient la thèse du complot et inondaient l'opinion de l'idée d'un projet ténébreux et d'un agenda caché. La thèse était séduisante, parce que partie des revendications corporatistes, la liste des griefs formulés contre l'État camerounais souverainiste s'était indéfiniment allongée au point de toucher le champ politique et institutionnel. L'idée d'un agenda caché était donc des plus commodes. Dans le brouillard entretenu par des intellectuels confusionnistes, et l'hystérie émotionnelle qui caractérise le débat politique au Cameroun, le professeur d'histoire, Jean Koufane, fut invité à éclairer l'opinion des téléspectateurs de la chaîne Canal 2 International. 3. L'émission La Reine est le point de vue de l'historien sur la crise dans les régions du nord et sud-ouest du Cameroun. Invité de l'émission La Reine, une émission phare de la chaîne privée Canal 2 International, l'historien Jean Koufane était appelé à DE_ME_LER l'écheveau de l'origine et l'évolution de la crise dans les deux régions anglophones du Cameroun. En historien froid, il s'attacha à faire l'étiologie du conflit des cultures francophones et anglophones au Cameroun depuis 1961. Très à l'aise dans son rôle, il éblouissait l'auditoire par son érudition. Il n'y avait pas, disait-il, ni agenda caché, ni complot prémédité. L'histoire du mouvement de libération nationale dans le monde avait ses invariants, et le Cameroun, fût-il le Cameroun, ne pouvait échapper à ce schéma déterministe connu de tous les historiens. Ne s'appuyant que sur des faits avérés et vérifiables, il s'attacha à démontrer que la crise avait des racines profondes. En réalité, le courant indépendantiste anglophone avait des racines profondes. Minoritaire, voire marginal en 1961, il avait été incarné par le Cameroun People's Party, KPP, de Paul Calle très actif dans le processus de décolonisation du Cameroun britannique, puis s'était évanoui dans la nature dissipée par le vent d'euphorie de la réunification improvisée. Le professeur, très à l'aise dans son costume, rappela aux téléspectateurs de la chaîne privée que les mouvements sécessionnistes au Cameroun datent des années 1960 car, en plus des partisans du rattachement du Cameroun britannique soit au Cameroun français, soit du Nigeria, il y avait un troisième groupe qui sollicitait une autonomie en dehors du Cameroun et du Nigeria. Dans ses déclarations, l'universitaire évoqua aussi les raisons de la frustration des autochtones qui servaient de carburant à la revendication sécessionniste. Lui qui avait étudié l'histoire de la décolonisation, et qui l'enseignait dans les amphis savait mieux que quiconque, que les mouvements de contestation naissent de plusieurs maux dont les principaux sont les sentiments d'injustice et d'oppression. Or, la gouvernance francophone camerounaise aveuglée par un complexe de supériorité était tombée dans ce travers.
L'historien expliquait que le pouvoir francophone, arrogant, autiste, absolutiste et centralisateur par nature, avait nourri des sentiments de défiance puis de rejet par la répression, la corruption et l'intimidation qui étaient le legs fondamental de la pratique du pouvoir colonial aux élites gouvernantes camerounaises. Il avait en effet franchi le Rubicon. L'autisme du gouvernement central de Yaoundé devant les plaintes répétées du peuple anglophone avait fait le reste. Pour lui, il était clair au vu de la culture sociopolitique des populations de cette ère linguistique que le centralisme excessif gommait ce qu'ils avaient de plus cher, leur tradition d'autogestion. Administrée par les Britanniques dans le système de l'indirect rule, où l'autorité était diffusée et exercée par la population elle-même par l'intermédiaire des native authorities et des local councils élus, le changement de paradigme leur imposait une chape de plomb d'une autorité lointaine et souveraine. Ils la vivaient comme une oppression francophone. Cette situation ne pouvait durer indéfiniment. Le Cameroun n'était pas une monade, et le temps de l'inadmissible devait arriver, il avait été atteint. Dans l'inventaire des frustrations qui auraient motivé les mouvements de contestation sécessionnistes dans les régions anglophones, l'universitaire avait fait également référence au changement du statut de la République fédérale du Cameroun à la République unie du Cameroun, puis à la République du Cameroun tout court. Pour les activistes politiques anglophones, ce changement de statut avait une odeur d'annexion. Le terme annexion était opportun pour désigner l'organisation du référendum du 20 mai 1972. Il expliquait qu'avant le départ du président de la République en France, il avait fait l'éloge du fédéralisme camerounais. Mais le lendemain de son retour de la France, le président Ahidjo avait changé d'opinion. Il avait décidé de l'organisation un référendum sur la modification du statut de l'État du Cameroun, sans le consentement des leaders du Cameroun occidental. L'homme d'État avait évoqué les difficultés de l'État fédéral en évoquant par exemple la lourdeur administrative due à la présence de 2 États, de 2 parlements, de 2 gouvernements, etc. Dans un contexte de crise et dans un pays où la vérité des faits est un délit, les déclarations de l'intellectuel provoquèrent un tollé le lendemain de l'émission dans la presse locale. Le prisonnier Jean-Marie Atangana Mebara, ancien ministre, félicita l'universitaire dans une contribution dans le quotidien Émergence. L'universitaire ne s'était pas arrêté à la présentation des événements qui auraient provoqué le courroux de la population anglophone. Il avait proposé des solutions pour une sortie de crise comme l'institution d'un dialogue inclusif entre le gouvernement et les séparatistes. Dans le dialogue, il énonçait l'écoute de la voix du peuple et non l'emploi de la force armée pour contraindre la population à l'apaisement, car pour lui, c'est le dialogue entre les fils d'un même pays qui doit primer sur la violence ou l'emploi de la force. Dans la deuxième partie de l'émission, il était confronté dans un duel avec un de ses pairs, le professeur Eric Mathias Owona Ngwini, géniteur de la théorie de l'agenda caché. Répondant à la question du challenger qui portait sur la nature de la crise anglophone, l'universitaire affirma une fois de plus que le problème vécu dans les parties anglophones n'était pas seulement d'ordre culturel comme il le laissait croire son challenger. Pour lui, le problème est plus politique que toute autre chose, car les anglophones se sentaient bernés par la politique de Yaoundé et ils avaient juste employé le chemin des revendications corporatistes pour énoncer leur agenda caché, à savoir demander le maximum pour obtenir le minimum acceptable. En France, les étudiants révoltés de mai 1968 ne claironnaient-ils pas « Soyez raisonnables, demandez l'impossible ». Selon des informations recueillies auprès du public, l'intervention de l'enseignant avait édifié plusieurs Camerounais sur l'histoire politique de leur pays. Ce passage sur l'une des chaînes de télévision les plus regardées au Cameroun avait suscité l'intérêt d'autres chaînes, à l'instar de la chaîne pro-gouvernementale, Vision 4. Le professeur Jean Koufane à l'émission télévisée Panafritude. Le 16 septembre 2018, le professeur Jean Koufane était invité sur la chaîne panafricaine Vision 4, dans une des émissions phares intitulée Panafritude, présentée par le journaliste Parfait Aïssi, pour parler des crises qui secouent le Cameroun dans la région de l'extrême nord du fait des attaques et exactions du groupe terroriste Boko Haram, à l'est avec les incursions récurrentes des groupes armés qui opposent au pouvoir central de Bangui, et dans les régions du nord et du sud-ouest.
Connu pour son indépendance et son esprit critique dans un pays où les ouvriers du savoir, c'est-à-dire les universitaires, sont devenus des mercenaires au service du pouvoir, il confirma une fois de plus sa réputation. De mon téléphone portable, je lui adressai un SMS ainsi libellé. « Professeur, vous venez de créer un électrochoc au sein de l'opinion publique. Le débat tendancieux et houleux sur la toile à propos de vos déclarations. » Sa prise de parole avait surpris une bonne frange de la population, et même le journaliste qui ne maîtrisait pas son verbe, lorsqu'il déclara que les multiples crises qui secouent le Cameroun, et particulièrement celles des régions anglophones, sont la manifestation tardive de l'imposture, maladie génésique et génétique de l'oligarchie dirigeante camerounaise. Pour lui, ces conjonctures confirment sa lecture étiologique du régime politique camerounais. Cette déclaration renforçait également ses propos précédents au sujet de l'autisme du pouvoir. En contexte colonial, l'indigène n'avait pas de droit, mais un devoir absolu d'obéissance. En contexte haineux accent aigu au colonial, c'était la même chose, le pouvoir ne discutait pas, sa vocation était d'ordonner et d'être obéi et respecté. L'enlisement des crises sociopolitiques depuis 1960 provenait de ce que la primauté revenait à l'autorité et donc à la force. Plusieurs de ses interviews et contributions dans la presse confirment son orientation obsessionnelle pour l'histoire comme facteur explicatif de la réalité sociale in situ. Dans ce cas, nous allons étudier 2 quotidiens à qui le professeur avait accordé des interviews, les quotidiens Mutation et Le Jour. 2. L'analyse de l'homme de science dans la presse écrite. Le 25 mai 2010, lors d'une interview qu'il accorda au journal indépendant Mutation où il répondait aux questions relatives à la place qu'occupe l'histoire du Cameroun dans les programmes scolaires nationaux, l'universitaire constatait qu'il était inadmissible que les leçons sur l'histoire du Cameroun n'occupent que les derniers chapitres dans les classes de première et terminale. De plus, les classes inférieures n'étudient l'histoire du Cameroun qu'à environ 15% au maximum. Dans cette interview, l'intellectuel attesta que le socle de développement d'un pays passe par la bonne éducation de ses fils. Il entendait par là la connaissance de l'histoire vraie du pays par les citoyens afin de tirer les leçons du passé pour mieux comprendre le présent et préparer le futur, car un homme sans la connaissance de son passé est comme un arbre sans racines. Il prenait par exemple le cas de la France où, depuis des décennies, les élèves du primaire sont moulés à l'histoire de leur pays, laquelle fait référence aux prouesses de l'aristocratie française afin d'élever la population à la liberté, l'égalité et la fraternité. Le 13 juillet 2015, lors de la commémoration du 60e anniversaire de la suppression du Parti nationaliste camerounais UPC, le professeur Jean Koufane accordait une interview au quotidien Bleu Le Jour. L'entretien portait sur la guerre de la décolonisation au Cameroun. Comme à son habitude, l'universitaire fit des révélations qui éclairèrent l'opinion publique sur le combat qu'avait mené l'armée française aux côtés des forces de défense camerounaises, afin de réduire à néant la résistance de l'UPC qui avait constitué une branche armée dénommée Armée nationale de libération du Cameroun, ALNK. Selon l'historien, la France et le régime d'Amadou Ahidjo avaient mené une sale guerre contre les meilleurs enfants du Cameroun. En effet, le 13 juillet 1955, l'UPC avait été suspendu au Cameroun à cause des manœuvres de l'administration coloniale. Par conséquent, la majorité des UPCistes avaient décidé d'exercer dans la clandestinité. Pour détruire totalement le Parti nationaliste camerounais, les troupes de l'armée française intervinrent au Cameroun à la fin du mois de décembre 1959. Sous le commandement du général français Max Briand, accompagné de 2 escadrilles de chasseurs-bombardiers ainsi que 4 ou 5 bataillons, de nombreux leaders furent tués soit par les armes, Niobé, soit par des empoisonnements, Félix Roland Moumier, soit par fusillade, Ernest Ouandier. Dans une analyse froide qui donnait des sensations fortes au lecteur, le professeur disait que l'intervention française aux côtés des soldats camerounais avait causé la mort de centaines de milliers d'autochtones. Conclusion. Science et engagement politique ne sont pas incompatibles si la politique est mise au service du bien commun, comme la science l'est au service du progrès collectif. Le discours du professeur Jean Koufane Mankene n'est ni neutre, ni désincarné. Un souci l'habite, celui d'un Cameroun grand dans une Afrique unie comme l'est la Californie au sein des États-Unis.
En reparcourant les notes des cours du professeur et en réécoutant certaines de ses interventions publiques sur des chaînes de télévision et dans la presse écrite, une chose s'impose à nous, son discours. Un discours simple et dépouillé de la langue de bois. Aucune tentation de pédantisme mais des mots percutants, justes mais durs. Cette inflexibilité conforme aux principes de la science ne lui a pas été bénéfique dans sa carrière professionnelle. À la fin de sa longue carrière qui n'a été couronnée par aucune distinction honorifique, il reste pourtant un modèle pour de nombreux apprenants qu'il a formés. Les étudiants interviewés au cours de la rédaction de cet article nous ont donné leur perception de l'universitaire et nous en avons retenu une chose. C'est la vérité qui donne de la valeur à l'histoire. Pour tout dire, les étudiants ont retenu du professeur Jean Koufan Mankene un grand érudit, un enseignant talentueux, un critique sévère et irrévérencieux. Références bibliographiques. 1. Annie, J.O. Loi numéro 90A52 du 19 décembre 1990 relative à la liberté de communication sociale, 1er janvier 1990, pp 11 à 22. 2. Ayoub Tab est présenté comme le président de la République virtuelle de l'Ambazonie. 3. Tongué, R. 43 ans environ, journaliste et présentateur de l'émission La Reine, Yaoundé 2017. 4. Vision 4 Télévision, les crises au Cameroun, une panafritude, 16 septembre 2018. 5. Boyomo, A. Il faut décoloniser les histoire du pays, une mutation 2010. 6. Assong Monegdem, La sale guerre, la France et le Cameroun, une mutation numéro 4640 2015. 7. Aeni, 1 AC35B, UPC dissolution 1955, décret du 1-3 VI 1955. 8. Eyinga, A l'UPC une révolution manquée? Paris, édition Tchaka 1991. 9. Abois, D. Cameroun, Histoire d'un nationalisme 1984 à 1961, Yaoundé, édition Clé 2010. 10. Hop Bitep, E. l'UPC Soumaki. Cas de l'arrondissement de Matombe, 1955 à 1963, Université de Yaoundé, Mémoire de maîtrise en histoire 2004. Chapitre 2. Code langagier du discours scientifique du professeur Jean Koufan Mankene autour de la politique extérieure du Cameroun. Pierre-Paulin Onana, ATOUBA. Résumé. Ce travail aborde l'analyse du code langagier du discours scientifique de Jean Koufan dans une approche pragmatique qui est avant tout fonctionnelle. Il présente le code langagier comme ce dispositif expressif, et l'ensemble des stratégies et techniques mises en place pour critiquer l'image et l'action de la politique extérieure prônée par le gouvernement camerounais depuis l'indépendance du pays jusqu'à nos jours. Cet instrument modèle le discours du sujet communicant, et lui donne un caractère épidictique avec une finalité délibérative. Parce qu'il exige dans sa construction une saine dénonciation, le code langagier du schématisateur Jean Koufan assigne à son discours une dimension argumentative, mais surtout critique vis-à-vis du débat qu'alimente le propre gouvernement camerounais sur les actions et la démarche de sa diplomatie. Mots-clés, code, pragmatique, pratique, diplomatie camerounaise critique. Introduction. Pour comprendre certains faits sociaux en proie à de nombreuses controverses, et même polémiques que suscite le débat à ce sujet, l'intervention des spécialistes en la matière est nécessaire. Leur mission est d'éclairer, de rassurer et sortir l'audience ou le destinataire des préjugés, des taux-poids, lieux communs et de la doxa. Tel semble être l'objectif poursuivi par Jean Koufan dans l'énonciation de ses pratiques langagières et discursives, sur l'image que se fait le propre gouvernement camerounais de l'action de la politique extérieure. Pour mener à bien cette mission, il a besoin d'un dispositif expressif, capable de répondre valablement à son projet de discours et en adéquation à son intentionnalité de communication. C'est nul doute ce que vise le choix de son code langagier. Celui-ci se définit comme l'ensemble des moyens langagiers, des discours en vue de la construction de sens ou des messages. Le choix de la conception de cet appareillage avec des calculs y afférents tente de débusquer certaines opinions afin de susciter un éveil de conscience de cette diplomatie. Dès lors, la langue cesse d'être un instrument de communication pour désormais fonctionner comme action.
Par conséquent, le discours va non seulement construire, mais aussi déconstruire. Pour cerner au mieux le fonctionnement du code langagier choisi par le sujet communicant et écrivant, cette étude est abordée dans une approche pragmatique qui se veut avant tout fonctionnelle, donc discursive, avec quelques relents sociolinguistiques. Elle est fonctionnelle parce qu'elle scrute le langage en usage. Par cet aspect hétéroclite du fonctionnalisme, cette recherche a une allure heuristique, voire éclectique. À cet effet, le travail comporte 3 noyaux argumentatifs. La première articulation tourne autour de la présentation synoptique de la notion de code langagier. La deuxième partie analyse plutôt les traits caractéristiques du discours de Jean Koufan. La troisième articulation scrute le déploiement du code langagier à travers les pratiques langagières du scripteur. 1. Présentation synoptique de la notion de code langagier. Dans son opérationnalité, le concept de code langagier apparaît comme inhérent à celui d'énonciation qui désigne l'acte de production d'un énoncé, mais dans une situation de communication donnée. Dans ce sillage, Chartrand et Hall définissent l'énonciation comme l'acte de production d'un message oral ou écrit, à un moment donné et dans un cadre particulier. Parce que l'énonciation rime avec le mode par lequel un message est exprimé, la manière repérable à travers les traces tant de l'énonciateur que de l'énonciataire dans l'énoncé, le code langagier renvoie plutôt, selon Mingnaud, à la manière dont un positionnement mobilise le langage. Celui-ci le fait en fonction de l'univers de sens qu'il cherche à imposer. En clair, le code langagier correspond au système de transmission d'informations qui participe de l'auto-légitimation de l'énonciateur en lien à un objet de discours et à un positionnement donné. C'est donc un choix opéré par un locuteur par rapport à un système d'organisation, disposition et utilisation des unités linguistiques au service de son activité discursive sur une question bien déterminée. De ce point de vue, le code langagier est une séoconstruction, voire une schématisation. Pour Griese, une schématisation a pour rôle de faire voir quelque chose à quelqu'un. Plus précisément, c'est une représentation discursive orientée vers un destinataire de ce que son auteur conçoit ou imagine d'une certaine réalité. Le code langagier équivaut ainsi à un choix de formatage du langage en relation avec l'intentionnalité communicative et l'idéologie du locuteur sur un thème précis. Pour ce faire, il a besoin pour sa fonctionnalité d'une scène d'énonciation. Celle-ci justifie pourquoi le discours prétend être tenu, de manière à fonder son droit à la parole dans une perspective déterminée d'action sur autrui. Par cet auteur, un discours impose sa scénographie d'entrée de jeu, mais d'un autre côté l'énonciation en se développant s'efforce de justifier son propre dispositif de parole. On a donc affaire à un processus en boucle. En émergeant, la parole implique une certaine scène d'énonciation, laquelle, en fait, se valide progressivement à travers cette énonciation même. La scénographie est aussi à la fois ce dont vient le discours et ce qu'engendre ce discours. Par la scène d'énonciation, le code langagier, en tant qu'un dispositif d'énonciation, définit le genre de discours dans lequel le locuteur le déploie et sa scène spécifique. En effet, la scène spécifique a trait au rôle des partenaires sociaux de l'acte de communication, au mode d'inscription de l'énonciation et de l'énoncé dans l'espace et le temps, au support matériel, au mode de circulation, à la finalité, ainsi qu'à bien d'autres paramètres. Sur le plan pragmatique et surtout argumentatif, le code langagier d'un locuteur donné s'articule aussi autour de l'un des éléments clés de son discours, la structure argumentative. Plantin pense que celle-ci correspond à son organisation interne, c'est-à-dire à la forme générale de la relation ou des arguments à la conclusion. Bien plus, pour l'auteur et en lien avec le texte argumentatif, la structure du texte correspond à l'ordonnancement des arguments, des concessions et des réfutations dans le discours, ce que la rhétorique traditionnelle appelle la disposition. La notion de code langagier implique une sélection d'un dispositif de parole et d'un mode d'énonciation pour dérouler, dans un domaine précis, certaines pratiques discursives et langagières liées à un projet de discours. En ce sens, l'usage de la langue qu'implique un discours se donne comme la manière dont il faut énoncer car la seule conforme à l'univers de sens qu'il instaure. L'une des caractéristiques du code langagier est sa propension à l'hétérogénéité énonciative. Celle-ci porte des relents variationnistes et lui confère une dimension à la fois discursive et sociolinguistique. Dans cette mouvance, le code langagier combine différents registres et niveaux de langue, deux ou plusieurs langues,
diverses variétés linguistiques ainsi que d'autres aspects sociolinguistiques. À ce propos, Mangno pense que le code langagier ne s'élabore pas dans une sensée homogène, mais dans un rapport essentiel à d'autres langues, vivantes ou mortes, ou à la diversité d'une même langue, dialecte, niveau de langue, discours de spécialité, manifestation d'un dialogisme irréductible. Vu sous cet angle, le code langagier d'un locuteur convoque une terminologie des expressions, des tournures et un vocabulaire qui lui sont propres et qui sied à son projet de discours. Pour cette raison, ce concept discursif reste étroitement lié à la notion de positionnement et toutes deux concourent à l'instauration et au maintien d'une identité énonciative. L'analyste observe par ailleurs et à juste titre que le terme de positionnement désigne seulement le fait qu'à travers l'emploi de tels mots, de tel vocabulaire, de tel registre de langue, de telle tournure, de tel genre de discours, etc. Un locuteur indique comment il se situe dans un espace conflictuel. Ainsi, d'un locuteur à un autre ou encore d'une thématique à une autre, le code langagier ne peut pas être identique. Celui-ci varie d'un usager à un autre et d'un genre de discours à un autre, facteur qui fait de lui un vecteur de paratopie. Pour cela et par cette variation, le code langagier est porteur de singularités expressives, mieux d'idiolectes. Dans une perspective discursive et communicative, le code langagier d'un locuteur exige pour son déploiement une planification textuelle organisant la disposition et distribution des arguments, ainsi que la structuration du discours et son élocution. Or l'élocution n'est qu'une forme qu'épouse l'énonciation. À ce titre, elle appréhende l'élocution comme la mise en mots et en phrases du discours. Il perçoit plutôt le discours comme cette entité qui prend forme dans une langue et un style. Pour cette raison et au nom de la cohérence et cohésion de l'argumentaire de ce travail, il convient de s'arrêter un instant pour analyser les différents traits qui se dégagent du discours de Jean Koufane relatif aux représentations qui se développent autour de la politique extérieure du Cameroun. Jean Koufane scrute l'action de la diplomatie camerounaise, ainsi que l'évaluation qui en est faite de l'époque de l'indépendance avec Amadou Ahidjo à l'ère de Paul Biya. 2. Discursivité et identité énonciative de Jean Koufane. Le discours de Jean Koufane sur le comportement et la valeur des actes de la politique extérieure du Cameroun présente un certain nombre de traits qui lui sont singuliers. Par son objet et l'analyse qui en est faite, il apparaît comme un discours de spécialiste. Il est produit par un exégète, un herméneute, un universitaire et expert en histoire. Celui-ci scrute le parcours et l'action de la diplomatie camerounaise depuis les années 60, d'Amadou Ahidjo à Paul Biya. La modélisation choisie par le sujet écrivant est l'écriture monographique à travers des essais scientifiques, articles, leçons magistrales, livres, etc. Ce trait est vérifiable par des titres fort évocateurs tels que « La diplomatie camerounaise, diplomatie de l'impuissance »,« La diplomatie camerounaise, tare originelle ou choix de l'impuissance », une politique étrangère captive d'une contingence historique. Aux origines de la politique étrangère de Yaoundé, entre autres éléments de cette titrologie. Par le canal adopté dans la production du message, le discours de Jean Koufane est scientifique, mais aussi académique, même si de temps à autre, le scripteur introduit dans son tissu discursif quelques éléments de l'expressivité orale. Les énoncés suivants révèlent cet aspect de la question. 1. L'ambassadeur Raymond Ntep pestait contre cette attitude dans une lettre au ministre des Affaires étrangères, JK 18. B. Le Premier ministre ne démentait pas cette diplomatie de la drague, JK 24. Du point de vue énonciatif, communicatif, voire de l'encodage, le sujet rédactant offre un discours sélectif et formé, paratopique. Cette paratopie est due au choix de niveaux et registres de langue qui participent à la construction du code langagier de son projet de discours, par une sélection judicieuse des unités linguistiques concourant à cette finalité. Les constructions de 2 font état de ce choix hautement sociolinguistique. 2a. Ce clash allait être à l'origine de l'envoi en Algérie d'une mission gouvernementale camerounaise, JK 265. B. Propos de néophytes, propos excessifs et outranciers, JK 24. Cette barrière expressive est sous-tendue, par ailleurs, par divers paramètres perceptibles explicitement ou non dans l'énonciation. Il s'agit par exemple de la thématique abordée, du garant, surtout le caractère, du statut, de la personnalité discursive,
du rôle et du poids des arguments du sujet écrivant. Sous l'angle de la réception et de l'interprétation linguistique, la discursivité de l'analyste revêt une dimension semi-ouverte ou semi-fermée. À ce propos, l'acte d'écriture scientifique du scripteur s'adresse à une communauté de destinataires hétéroclites. Les récepteurs et interlocuteurs sont ici la communauté scientifique, les acteurs sociaux, politiques et administratifs, le gouvernement camerounais et l'opinion internationale avertie ou non. Pour mieux se faire comprendre, le schématisateur choisit le français comme langue d'écriture et de communication scientifique. Dans cette optique, il va mettre sur pied un code langagier avec une primauté du langage soutenu et du niveau commun de langue dans les niveaux et registres convoqués. Malgré la prégnance du soutenu dans ses choix langagiers, son code est construit dans une simplicité expressive, ce qui rend facile la lecture de l'ensemble de ses travaux scientifiques. Il en est de même de leur décodage, réception et interprétation. Il s'arme à cet effet de divers principes: coopération, clarté, adéquation, pertinence et exhaustivité qui répondent à un calcul pragmatique avec les effets visés et d'autres produits. Il s'agit d'une interpellation de l'action gouvernementale sur la modification de la ligne idéologique développée par la politique extérieure camerounaise. La diplomatie camerounaise devrait cesser d'être une diplomatie de présence. Eisenhardt et Johnstone, 2012, pensent que ce dont un locuteur parle a un impact sur ce qu'il dit et la manière dont il le dit. Pour cela, il faudra prendre en considération la personne qui parle ou écrit dans un contexte socio-culturel particulier comme responsable de ce qui est dit. En fait, pour ces auteurs, le discours est modelé par le langage et façonne bien plus le langage. En ce sens et en tant qu'exégète, Jean Koufan affiche une double responsabilité, la discursive et l'argumentative. Sur le plan pragmatique, le discours de Jean Koufan présente la valeur d'analyse ou d'étude scientifique. En effet, cette analyse a pour fonction d'apporter un éclairage, mieux, des précisions sur la portée du comportement et de l'usage que la diplomatie camerounaise affiche aux yeux du monde et au niveau de la communauté nationale face à certains événements historiques. Parce que dans son tissu discursif, le scripteur scrute l'incidence et les représentations que suscite l'action et l'attitude des acteurs de la politique extérieure camerounaise sur autrui, son discours acquiert une dimension hautement évaluative. Cet aspect se consolide davantage par le fait que ce discours est avant tout scientifique et académique, ce qui confère à l'analyste le statut d'énonciateur-évaluateur. À ce propos, Bonhomme pense qu'un énonciateur-évaluateur se place par rapport au discours qu'il énonce ordinairement en position haute en raison du pouvoir discursif que lui confère l'acte d'évaluation. L'autorité énonciative dont jouit Jean Koufan, grâce à son statut, lui assigne une légitimité discursive et la légitimation scientifique de ce qu'il énonce de par la validation des hypothèses qu'il émet. Le discours du sujet écrivant correspond donc à sa contribution scientifique au débat qu'alimente le propre gouvernement et autrui sur les performances et les représentations de la diplomatie camerounaise. Des points de vue communicatifs et pragmatiques, ce discours a une valeur d'acte de langage, et même de macro-acte de langage. Il équivaut à une réaction aux réponses scientifiques que suscite le débat autour de l'évaluation des actes et de prise de position de la diplomatie camerounaise, en lien avec l'idéologie gouvernementale. Il naît des lieux communs ou topoi, et même de la doxa qu'entretient le gouvernement autour de sa politique extérieure. En ce sens, le discours de l'énonciateur-évaluateur épouse la valeur de contre-discours et est porteur de ce fait, de plurivocité. Il a pour objectif de mettre en lumière les manquements, tares, dysfonctionnements, limites ou insuffisances de l'action diplomatique camerounaise, afin de susciter un certain éveil du gouvernement. Parce que ce discours est traversé de polyphonie. Il convoque dans sa matérialité, matrice et mémoire discursive, les concepts d'interdiscursivité, intertextualité et intradiscours. En tant que contre-discours, le discours de Jean Koufan est fondamentalement argumentatif, mais surtout critique. Pour Damblon, la critique est donc un jugement qui doit s'opérer à la suite d'une analyse menée par des experts, mais elle doit avoir une utilité directe dans la vie sociale. Ainsi, pour cette théoricienne, la critique consiste donc en un travail de mise à distance des préjugés, facilité par l'expertise du chercheur qui a appris à opérer cette distinction, Crinane. Toutefois,
Doury apporte une objection à cette thèse du modèle d'analyse qui prétend éclairer le débat public à partir d'une position d'expertise et des analyses que celle-ci autorise. Elle évoque donc à ce sujet l'impossible neutralité du chercheur, surtout dans des matières à forte tonalité polémique. Dans sa dimension argumentative et critique, le discours de Jean Kouffane est polémique et comporte à la fois du polémisme et de la polémicité. Ce trait consolide ainsi son caractère essentiellement héristique. Mais il s'agit tout simplement là d'un positionnement scientifique du chercheur expert. À ce propos, Jean Kouffane oppose à la position gouvernementale une raison résonante qui soupèse la réalité du danger que provoquerait cette forme d'agir de la diplomatie camerounaise. Pour traduire cette opposition, symbole de l'aspect plurivoque de son discours, le schématisateur a recours à l'objection, la contre-argumentation, l'antithèse, la réfutation, la comparaison et la concession. En voici quelques énoncés qui expriment ce contre-discours. 3. Le choix de l'impuissance donc de la démission était un choix à la fois contraint et délibéré d'une oligarchie dirigeante propulsée à la tête de l'État sans projet ni perspective stratégique, JK 30. B. Au contraire, dans les faits, l'indécision prévalait JK 31. Dès lors, le discours de Jean Kouffane a une valeur informative de blâme, antagonisme, décision, reproche, réprimande et dénonciation. Pour cela, le sujet de discours choisit de mener un certain nombre d'actes langagiers. En ce sens, il rejette, accuse, récuse, fustige, dévoile et condamne les agissements et la démarche de la politique extérieure du Cameroun. De ce point de vue, son discours est herméneutique. Pour Maintenot, l'attitude herméneutique qui prévaut en analyse du discours a en règle générale une visée dénonciatrice. L'auteur allègue par ailleurs que cette attitude vise à dévoiler, à découvrir ce que les textes sont censés cacher. Jean Kouffane infère que l'autoglorification ne reflète nullement le poids et les représentations que projette la diplomatie camerounaise. Si un État a pour vocation la puissance, la blâmable, c'est l'attitude de la diplomatie camerounaise. Il s'agit de son indolence, de son indifférence, l'hypocrisie, la neutralité, l'amitié, la fraternité, le non-alignement, la peur, le laxisme, la passivité dont fait montre le gouvernement camerounais. Dans ce paradigme entrent également les hésitations, la cordialité, le pacifisme, le suivisme, la peur, les intérêts, l'impuissance, la médiocrité que défend l'instance gouvernementale. Par ce comportement langagier, le discours de Jean Kouffane revêt un caractère épidictique avec une finalité délibérative. Par cette caractéristique, il présente un aspect démonstratif. Dans cette mouvance, l'analyste combine justification et délibération, blâme et dénonciation, qui sont deux démarches argumentatives. C'est donc en ce sens qu'il faut comprendre Plantin lorsqu'il souligne que si l'on postule que toute argumentation qui se présente comme délibérative est en fait orientée par une décision inconsciemment prise, tout est justification. Mais l'organisation institutionnelle des débats réintroduit de la délibération. Le discours de Jean Kouffane présente ce double aspect parce que la cloison entre le discours épidictique et le délibératif est loin d'être étanche. Par des calculs pragmatiques, le sujet écrivant propose une rupture idéologique par une évaluation qui sert de jugement épistémologique. Pour le faire, il use de la figure du pathos négatif de l'action et attitude gouvernementale en lien avec la politique extérieure. Dans sa dimension épidictique de sa discursivité que porte son code langagier, Jean Kouffane construit un raisonnement formel, où il est question de prouver et démontrer, et la dialectique, où il s'agit de convaincre. En ce sens, son discours revêt un caractère pragma-dialectique. En fait, le scripteur a pour objectif, dans sa démarche scientifique, tout en produisant des critères de validation publique, citations, témoignages, archives, etc., d'expliquer, d'écrire, comprendre et faire agir. Mais seulement cette forme constitue déjà en soi une action, c'est-à-dire l'agir communicationnel. Face à cette démarche et à ses exigences scientifiques, il convoque, en dehors de l'argumentation, l'explication pour cerner ce qu'il prétend démontrer en dénonçant. De ce point de vue, le discours de Jean Kouffane est en même temps explicatif et argumentatif, mais avec surtout un arrière-fond argumentatif. Pour cette raison, Plantin pense que l'explication est du côté de l'argumentation justificative. L'explication dont il est question ici a une fonction essentiellement métalinguistique,
dans la mesure où elle vise à faire comprendre au mieux le non-dit de l'action diplomatique de l'instance gouvernementale camerounaise. Elle comporte donc à la fois un aspect fonctionnel et intentionnel. D'où la fonctionnalité discursive des notions d'explication fonctionnelle et explication intentionnelle. À ce sujet, Plantin allègue que la structure conceptuelle du discours explicatif en science dépend étroitement des définitions et des opérations réglant le domaine considéré. On explique en histoire, en linguistique, en physique ou en mathématiques. Dans son souci de décrire et expliquer la réalité de fond, et justifier ainsi son positionnement, le schématisateur convoque un ensemble de connaissances de valeur universelle en histoire des relations internationales. Il y associe les principes d'objectivité, rigueur et neutralité scientifique, dans l'ordre du vérifiable. Pour cette raison, son discours se veut objectif, réaliste et neutre. Dans sa posture de spécialiste, il adopte une attitude objective et distanciée par rapport à ce qui est dit ou défendu par le gouvernement camerounais vis-à-vis de sa politique extérieure. En ce sens, Jean Koufane se doit de laisser ses opinions, y compris celles qu'il ne manque pas d'éprouver lorsqu'il analyse les débats, dans la sphère privée, l'oratoire, pour enfiler la blouse blanche imaginative, qui symbolise le laboratoire, supposé garantir un rituel d'objectivation de ses points de vue. Dans ce contexte, le tissu discursif du sujet communicant contient divers objectivames perceptibles à travers des arguments d'autorité, interviews, témoignages, éléments d'archives, entre autres indices. Au regard de ce qui précède et par rapport à l'acte d'énonciation de son discours, le code langagier de Jean Koufane laisse transparaître son identité énonciative. Celle-ci présente deux composantes, l'identité personnelle et l'identité de positionnement. À ce sujet, Charado affirme que l'identité résulte à la fois des conditions de production qui contraignent le sujet, conditions qui sont inscrites dans la situation de communication et ou dans le préconstruit discursif, et des stratégies que celui-ci met en œuvre de façon plus ou moins consciente. Parce que le code langagier du sujet argumentant et communicant lui sert de médium pour afficher son identité verbale, il convient à ce niveau d'analyse, de scruter comment ce code se déploie à travers sa discursivité. 3. Déploiement du code langagier dans les pratiques discursives et linguistiques chez Jean Koufane. La notion de code langagier reste inhérente à celle d'énonciation. Elle met en exergue l'usage de la langue dans la production du discours chez Jean Koufane et son interprétation par un récepteur, un destinataire ou encore par un analyste. Parler de code langagier de Jean Koufane rime avec l'une des manifestations de la fonctionnalité de la langue, mais dans une scène d'énonciation qu'impose la situation de communication à travers des pratiques langagières et discursives. Cet usage et praticité de la langue se matérialise dans la lecture qu'en fait Benveniste, 1974. Pour l'auteur, l'énonciation est la mise en fonctionnement de la langue par un acte individuel d'utilisation. Selon le théoricien, l'énonciation constitue le pivot de la relation entre la langue et le monde. Elle permet de représenter dans l'énoncé les faits, mais elle constitue elle-même un fait, un événement unique défini dans le temps et l'espace. Si pour Mingnaud, le code langagier renvoie à la manière dont un positionnement mobilise le langage en fonction de l'univers de sens qu'il cherche à imposer, il y a lieu ici de s'interroger comment le sujet communicant le déploie à travers son tissu discursif. Pour dérouler ce code, Jean Koufane convoque dans ses pratiques discursives et langagières un certain nombre de concepts tels que la modalisation, le positionnement, la scène d'énonciation, la variation et bien d'autres encore. Parce que la langue est au centre de l'activité discursive, le code langagier de Jean Koufane oriente et moule ses pratiques langagières et vice-versa. Dans cette perspective, le discours s'appréhende comme une forme d'action sur le monde en prise essentielle sur des rapports de force sociaux. Charado le perçoit comme la mise en scène du langage. En ce sens, Ebel et Fiala pensent que parler n'est pas seulement une activité représentationnelle, c'est aussi un acte par lequel on modifie l'ordre des choses, on fait bouger les relations sociales. Tout discours, dans la production, sa circulation, dans les effets qu'il produit à sa réception, est analysable comme processus de transformation idéologique. Pour prendre forme, le code langagier du discours de Jean Koufane convoque, en plus de la modélisation, travaux monographiques, deux catégories discursives, notamment la modalisation et son hyponyme la modalité. En général, la modalisation désigne l'attitude du sujet parlant à l'égard de son propre énoncé,
attitude qui y laisse des traces de divers ordres, morphèmes, prosodie, mimi. Pour Charaudeau, la modalisation ne constitue qu'une partie du phénomène de l'énonciation, mais elle en constitue le pivot dans la mesure où c'est elle qui permet d'expliciter ce que sont les positions du sujet parlant par rapport à son interlocuteur, à lui-même et à son propos. La modalisation de la discursivité du sujet énonçant en lien avec la politique extérieure du Cameroun se manifeste à travers un certain nombre de manques linguistiques. Il s'agit par exemple de la titrologie, des énoncés assertifs, des arguments d'autorité, etc. 4a. La fabrication de l'ennemi intérieur, le Cameroun et le monde après 1959, une diplomatie de combat, la bataille de la légitimité et la guerre de représentativité, l'obsession de l'élargissement de l'audience internationale du régime. B. Cet emprunt discursif était et est demeuré une tactique d'euphémisation de la dépendance qui nécessitait un discours édulcoré, neutre, JK 90. Par rapport au contenu propositionnel de ces énoncés, l'attitude du sujet écrivant est critique et herméneutique. Tactique d'euphémisation, un discours édulcoré, neutre. Dans la modalisation, il faudra intégrer la fonctionnalité des concepts de mode d'organisation du discours et du mode discursif. En effet, Charaudeau désigne par mode d'organisation du discours l'ensemble des procédés de mise en scène de l'acte de communication qui correspondent à certaines finalités, d'écrire, raconter, argumenter. Dans son discours, Jean Koufane allie 3 modes expressifs, le mode explicatif, le mode argumentatif et le mode descriptif. À ceci se grefferait un 4e, le mode narratif avec une valeur de description des faits historiques, comme le révèlent les constructions suivantes. 5a. En 1960, Ahidjo dévoilait sa vision du Cameroun. B. Au mois de septembre 1969, l'hebdomadaire catholique, l'Effort camerounais prédisait au Cameroun la vocation de Suisse africaine. L'utilisation de la déixis temporelle à travers les dates, en 1960 au mois de septembre 1969 depuis son accession à l'indépendance de juillet 1963. L'imparfait de l'indicatif, dévoilait, présidait. Le passé composé, à pratiquer, ont aidé et d'autres temps verbaux, présents de l'indicatif, le passé simple, etc., dévoilent ce mode expressif hybride pour mieux se faire comprendre. Dans cette manifestation déictique, se trouve la fonction mémorielle qu'incarne la citation. Celle-ci convoque la notion d'argument d'autorité contenue dans les archives. En réalité, les corpora d'archives comportent des énoncés qui ont été conservés et sur lesquels l'historien travaille. Connexe au mode discursif comme composante de la modalisation, se trouve la modalité que Bally appelle modus à côté du dictum. À ce sujet, Meunier parle des modalités d'énonciation et des modalités d'énoncé, tandis que le Kerler les classe plutôt en modalités subjectives et modalités intersubjectives. Dans cet ordre d'idées, Jean Koufane, grâce à son code langagier, a recours aux modalités intersubjectives par la médiation d'un certain nombre d'actes de langage. Blâmer, critiquer, conseiller, suggérer, condamner, interpeller, dénoncer, etc. Dans sa production de sens, il utilise aussi des modalités subjectives qui combinent les modalités épistémiques et les appréciatives. De ce point de vue, le sujet communicant emploie des marqueurs discursifs, singulièrement, curieusement, pourtant, sauf, peut-être, cependant, toutefois, par contre, etc. Dans l'expressivité de la modalité, se trouve l'usage des guillemets comme signe typographique dans des citations directes. Dans ce mode langagier, Jean Koufane utilise aussi les notes, la paraphrase et des constructions assertives et interrogatives. En voici quelques exemples. 6a. En décevant le peuple camerounais, allez-vous accréditer en Afrique noire l'idée que même devant l'ONU, seule la force compte? JK 17. B. Peut-on soutenir que l'outil diplomatique du Cameroun était conçu pour répondre à des grandes espérances sociales et à un large spectre de menaces? Le code langagier de Jean Koufane montre une expressivité hybride combinant différents niveaux et registres de langue. Selon l'intentionnalité communicative et les représentations qu'il veut montrer, le tissu discursif du sujet écrivant oscille entre le niveau soutenu avec un style soigné, des mots savants ou rares, apostat, criminogène, turpitude, parturition hallucinatoire, des emprunts linguistiques, nomenclatura, intelligentsia, leadership, diktat, le niveau courant ou standard. Dans l'évaluation axiologique,
il glisse parfois vers le niveau familier de langue. Ces variations sociolinguistiques sont perceptibles dans les énoncés suivants. 7a. Les couteaux tirés en 1956 n'avaient pas été rangés dans les placards, JK 20. B. L'emballage était séduisant, JK 25. Pour faciliter la captation, le décodage et l'interprétation de ce qu'il dit, Jean Koufane choisit dans son encodage d'utiliser dans l'ensemble de ses discours le français comme langue académique et le français standard. Même si le français reste la langue pivot, c'est-à-dire sa langue de communication scientifique, le sujet énonçant a recours quelquefois à l'anglais, au latin et parfois à d'autres langues par la médiation des emprunts linguistiques et des citations, comme le montrent les énoncés suivants. 8a. It was through their supports that they obtained asylum. The UPC had a very good relationship with them, JK 53. B. The revolutionary have always strived to observe the norm of all progressive revolution, JK 53. Le code langagier de Jean Koufane renvoie donc aussi à l'ensemble de ses travaux monographiques avec ses traits sur le même sujet. Le code langagier du scripteur reste étroitement lié à sa schématisation et au micro-univers qu'il se construit par rapport à l'évaluation qu'il fait des agissements de la diplomatie camerounaise. En effet, parler d'un thème quelconque revient à construire par le moyen du discours une sorte de micro-univers qui a une fonction de modèle d'une dimension dialogique. Cette construction est doublement orientée en ce sens qu'elle est un certain résultat. Par l'imbrication qu'il y a entre micro-univers et schématisation, il ressort que toute représentation discursive est schématique et la schématisation équivaut à une proposition d'image. Elle est donc opération et résultat. Pour cette raison, Gris pense que si dans une situation donnée, un interlocuteur A adresse un discours à un locuteur B, dans une langue naturelle, je dirais que A suppose une schématisation B, qu'il construit un micro-univers devant B, univers qui se veut vraisemblable pour B. Les structures suivantes dévoilent ces deux aspects discursifs. 9. Le second, disqualifié par le premier comme ferment de la division et champion du désordre, avait décidé d'en découdre avec l'imposture des hommes de paille, JK 30. B. La diplomatie du régime s'inscrivant dans ce registre de la modestie, du raisonnable, du réalisme, JK 11. Le discours scientifique du sujet communiquant sur la politique extérieure camerounaise est héristique, parce qu'elle naît d'un débat. Pour ce motif, ce caractère polémique révèle la dimension plurivoque de sa discursivité et sa polyphonie constitue l'un de ses traits marquants. Le script argumentatif participe de la construction du code langagier du sujet énonçant, parce qu'il correspond à l'état de la question argumentative. Ce théoricien pense que le script argumentatif reste attaché au argumentaire des parties en présence. De ce point de vue, l'argumentaire de Jean Koufane s'oppose à la vision du gouvernement camerounais sur l'image que projette sa diplomatie, d'où sa valeur de contre-discours. Son expressivité est palpable à travers les catégories de contre-argumentation et ses corollaires. Cette figure est implémentée par la structure argumentative qui s'appréhende comme l'une des composantes de son code langagier, qui est un dispositif, voire un construit. En voici quelques manifestations. 10a. Le refus du leadership, JK 23. B. La soumission servile au terme du compromis colonial, JK 27. Jean Koufane dévoile son code langagier par la construction de divers champs lexico-sémantiques et de nombreuses isotopies qui, dans l'ensemble, forment un réseau isotopique. La sélection des unités lexicales et grammaticales en adéquation avec le projet de parole du schématisateur donne lieu à ce qui peut être conçu comme une psychologie des émotions. Le discours de Jean Koufane est donc une confluence des isotopies de différentes natures syntaxiques, sémantiques, discursives, pragmatiques, sociolinguistiques, etc. Sur le plan sémantico-discursif, son tissu discursif porte les isotopies de déception, désapprobation, étonnement, embarras, ahurissement, stupéfaction, dissidence, critique, blâme, indignation, dénonciation, suggestion et même de colère. Pour Damblon, l'indignation naît notamment de la transgression des règles ou des valeurs constitutives de la communauté. Dans ce contexte, le sujet communicant manifeste quelques élans de contrariété, mieux, de colère lorsque la diplomatie camerounaise lui offre le contraire de ce à quoi il s'attendait.
La fusion de ces isotopies donne lieu à la construction du réseau isotopique du contre-discours et de la contre-argumentation. En voici quelques constructions. 10a. En fait, ce que condamne Jean Koufan, c'est l'insouciance, la naïveté, la passivité, l'indolence. B. La timidité, le tatillonnement, l'indifférence, le laxisme et l'indécision de l'action gouvernementale à sa diplomatie. Jean Koufan oppose à ces isotopies celle de l'idéologique, veut, de l'idéal, l'utopie, fermeté, ambition, attitude, ambition auxquelles s'ajoute celle de personnalité, conquête, efficacité, engagement, changement, rayonnement. À cela, il utilise un langage ferme, rude qui frise à la limite l'aspect de l'insulte ou du scatologique, nationaliste, apostat, anorexie de la politique, faconde étourdissante, impréparation de l'oligarchie de Yaoundé, manie du secret, non-alignement gesticulatoire, fétichisme de la non-ingérence. Dans l'évaluation de l'action de la diplomatie camerounaise, il a recours à un vocabulaire rugueux, celui de vérité basée sur les faits, ce qui leur confère une dimension axiologique. L'usage de ce vocabulaire s'accompagne dès lors par l'amplification avec une valeur d'interpellation, comportement schizophrénique, schisme radical, phrase outrancière, discours messianique, gestion hasardeuse du dossier, etc. C'est donc un langage rationaliste et réaliste, mais il s'agit d'une rationalité axiologique. Le code langagier de Jean Koufan appelle aussi un double espace. Un espace externe, le scripteur est un universitaire expert en histoire, et un espace interne, un spécialiste s'adressant à ses destinataires. Le sujet communicant dit à ce sujet: depuis 1960, de mémoire d'historien, jamais Yaoundé n'a manifesté l'audace de mécontenter un pays ami par un nom franc et sans équivoque, JK 20. Par ailleurs, son code affiche des rôles langagiers, rôles sociaux et rôles langagiers. Pour Charodeau, on aura donc intérêt à parler de rôles langagiers, en général, quitte à distinguer ensuite ceux qui relèvent d'un comportement énonciatif ou rôle locutif. Ainsi, dans son rôle social, professeur, exégète, historien, il joue plusieurs rôles langagiers, questionner, critiquer, évaluer, expliquer, dénoncer, etc. En ce sens, dans les rôles langagiers et à côté des rôles locutifs, présentant, questionnant, demandant, assertant, validant, etc., se trouvent d'autres dits communicationnels qui relèvent d'un comportement énoncif, expliquant, racontant, décrivant et argumentant. Le comportement langagier du sujet écrivant s'accompagne dans son code des actes menaçants, pour la face positive de la politique extérieure du gouvernement camerounais qui les subit. Il s'agit des actes tels que la critique, la réfutation, les reproches, les condamnations, autres comportements vexatoires, suggestions, conseils parfois dérangeants pour le régime au pouvoir. Enfin, le code langagier de Jean Koufan renvoie à ce dispositif qui sélectionne des stratégies et techniques d'énonciation liées à la construction de son discours. Pour cette raison, il est presque inconcevable de parler de code langagier du sujet communicant, en laissant de côté les calculs discursifs et inférentiels y afférents. Conclusion. Au terme de cette analyse, bon nombre de conclusions ont été tirées. Le code langagier de Jean Koufan est perçu avant tout comme un dispositif mis en place pour condamner la continuité idéologique de la diplomatie camerounaise, d'un gouvernement à l'autre par le biais de ses pratiques langagières et discursives. Le discours du scripteur n'est donc pas une vaine critique, elle est plutôt constructive. Le choix du code langagier du sujet communicant a pour but de susciter l'éveil, la prise de position et de conscience de l'action politique gouvernementale pour un changement du paradigme actionnel, ce qui déboucherait sur une diplomatie d'action qui rassure par son efficacité et son image et non de simple présence. Le code langagier a une valeur de construit dont la mission est essentiellement pragmatique. Il vise à apporter, par l'énonciation, un éclairage à la thèse défendue par le gouvernement camerounais sur son auto-évaluation de l'action et de l'image de sa politique extérieure. Par sa densité ou terreur fonctionnelle, le code langagier de Jean Koufan à travers ses pratiques langagières confère à sa discursivité la valeur de contre-discours, mais scientifique, d'où sa dimension argumentative, mais critique avec un arrière-fond épidictique et une finalité délibérative. Par ce positionnement d'exégète et d'expert, Jean Koufan traduit son engagement scientifique à ce débat par sa responsabilité discursive et argumentative, en proie à la fermeté et objectivité langagière, même si celle-ci revêt le caractère de rationalité axiologique.
En choisissant d'observer et scruter les faits, son attitude langagière devient le questionnement, ce qui expliquerait son option de conclure ses travaux par la modalité interrogative. Ces différents traits confortent ainsi son identité verbale. Référence bibliographique. Bonhomme, Monsieur 2018. Modalité et stratégie rhétorique de l'éloge dans le discours publicitaire, exercice de rhétorique, 11-17. Borel, Monsieur J. Grise, J.B. et Miéville, D. 1983, Essai de logique naturelle, Berne Peter Lang. Charodeau, P. 1993. À propos des débats médiatiques, l'analyse de discours des situations d'interlocution, Psychologie française 38-2, 11-123. Charodeau, P. et Kroll, A. 1991. Les outils de l'analyse du verbal. Les concepts de l'interlocution, in la télévision. Les débats culturels. Apostrophe, Paris, Didier Érudiction, 231-266. Chartrand, S.G. et autres 1999. Grammaire pédagogique du français d'aujourd'hui, Montréal, Graphicart. Damblon, E. 2012. Il y a critique et critique. Épistémologie des modèles d'argumentation. Argumentation et analyse du discours, in URL, http://ad.revue.org/1395, consultez le 2 octobre 2015, 15h30. Doury, Monsieur 2004. La position du chercheur en argumentation, in Amossi, R et Coren R E accent aigu DS, argumentation et prise de position, pratique discursive, Paris, Semen 17. Eisenhardt, CH, et Johnstone, B. 2012. L'analyse du discours et les études rhétoriques, argumentation et analyse du discours, in URL, http://ad.revue.org/1415, consultez le 2 octobre 2015 à 16h. Ries, J.B. 1982, De la logique à l'argumentation, Genève, Droz. Minguenot, D. 1996. Les termes clés d'analyse du discours, Paris Seuil. Minguenot, D. 2002. Code langagier in Charodeau, P. et Magno, D. Dire, Dictionnaire d'analyse du discours, Paris Seuil 98. Plantin, CH 2016, Dictionnaire de l'argumentation, Lyon 1. Deuxième partie, la politique étrangère du Cameroun. Chapitre 3. Cameroun, de l'assistance internationale en situation de crise à la mise sur pied d'une politique étrangère de gestion des risques et catastrophes, 1986 à 2012. René Lionel Brice Molo Zogo. Résumé. Longtemps épargné par les catastrophes, le Cameroun s'est retrouvé dès le début de la décennie 1980, dans un cycle assez exceptionnel de manifestations d'aléas qui ont révélé son incapacité à les gérer tout seul. Il a alors fait appel à la solidarité internationale, en vue de l'aider à faire face aux désastres, ce qui a été à l'origine de sa politique étrangère en matière de risques et de catastrophes. Le déploiement international du Cameroun apparaît donc comme une action rationnelle mue par la recherche de l'intérêt national, définie ici en termes de sécurité car, pas de catastrophe, pas d'action. La sécurité ici exprimée comme une fin, requiert des moyens spécifiques qui font la part belle à la coopération internationale, elle-même multilatérale et bilatérale. Mots-clés, catastrophe, risque, politique étrangère, gouvernance mondiale, sécurité, assistance humanitaire. Introduction. Au siècle dernier, disait Langeais, les inondations, ouragans et séismes, qui ne sont qu'une partie de la grande variété des catastrophes possibles, ont fait plus de 10,5 millions de morts dans le monde. Comparé aux deux grandes guerres qui ont été des entreprises intentionnelles d'extermination à grande échelle, la réalité décrite par Langeais montre que les événements qui, jusqu'ici, échappent au contrôle de l'homme, ont sensiblement la même capacité destructrice que les technologies de la mort, pire que nul n'est à l'abri, aucun endroit de la planète. Face à de tels constats qui, chaque jour, sont aggravés par les rapports sur les changements climatiques (CC) et leurs impacts sur les territoires dont les États en font désormais une question de sécurité et d'intérêts nationaux, on a tendance à assister à une prise de conscience à tous les niveaux. Les États se retrouvent ainsi obligés de coopérer afin de juguler les effets de ces changements importants sur leur territoire. Le Cameroun l'a bien compris, lui qui en 32 ans de 1984 à 2016, a connu pas moins de 2300 décès du fait des catastrophes majeures survenues sur son territoire.
Ces catastrophes ont chaque fois nécessité une assistance internationale pour leur gestion, preuve que ce pays n'est pas capable de gérer tout seul les conséquences de ces phénomènes extraordinaires. Cette surexposition et la vulnérabilité aux risques conjugués avec les limites des capacités opérationnelles de riposte aux catastrophes qu'elles posent, amènent des États comme le Cameroun à solliciter une assistance internationale en situation de crise. L'abondance des fournisseurs de secours étrangers en situation de catastrophe devient ainsi indispensable pour sauver des vies et restaurer les sinistrés dans leur dignité après un désastre majeur. Et un regard sur l'histoire internationale des désastres montre que la gouvernance mondiale des risques et catastrophes est née de l'internationalisation de l'assistance humanitaire en situation post-catastrophe. Pourtant, cette dernière constitue, de nos jours, un énorme défi pour les gouvernements des États touchés, déjà dépassés par la difficile coordination de l'intervention nationale. Les États doivent ensuite faire face à des interventions, certes humanitaires, mais extérieures, dans des questions parfois de sécurité et de souveraineté nationale, voire de politique intérieure. Cette difficulté, qui souvent fait craindre au gouvernement une ingérence dans leurs affaires internes, contraint l'aide et l'assistance internationale à se parer de précautions, afin d'éviter d'essuyer un refus qui ne serait pas une exception historique de l'État bénéficiaire. Ceci constitue l'une des préoccupations les plus cardinales des politiques étrangères des États en matière de gestion des risques et catastrophes, assistance et secours en situation de crise, et ne déroge pas, du fait des fins humanitaires poursuivies, aux principes, et pratiques des diplomaties nationales. C'est dans cet ordre d'idées que le Cameroun, qui fait de sa souveraineté et son indépendance nationale des principes intangibles de sa politique étrangère, tient à ce que la gouvernance mondiale des risques et catastrophes ne déroge pas à ce principe fondamental. De nombreuses mutations se sont opérées sur la scène internationale depuis la disparition de la menace de l'Est, ayant entraîné une redéfinition de la coopération internationale et de la sécurité nationale, et tend d'allier les destins individuels des États et à les regrouper dans un destin mondial commun. L'on a ainsi vu émerger des concepts de biens collectifs internationaux, dont fait partie l'aide humanitaire en situation de catastrophe selon Stiglitz, de sécurité collective mondiale, facilitée par l'avènement de la société du risque, devenue le moteur de l'histoire et engendrant une collectivisation des dangers et des destins. Devant ces préoccupations qui semblent concerner tous les États, certes à des échelles variées du fait de la surexposition des uns par rapport aux autres, se posent davantage des problèmes d'une vision globale du destin de l'humanité. Or, malgré l'importance de la question et son caractère a priori apolitique, les États semblent ne coopérer qu'en fonction de leurs intérêts nationaux, selon que ces derniers sont en jeu ou non. Si les États veulent participer à la réduction des risques de catastrophes partout dans le monde, cela ne relève pas seulement de l'humanisme et de la philanthropie internationale, mais aussi d'une question d'intérêt national, sécuritaire, assurer sa propre sécurité en participant à la sécurité collective. Une fin qui exige comme moyen une diplomatie spécifique des risques et un déploiement rationnel d'une politique étrangère de gestion des catastrophes. Ces exigences suscitent ainsi un certain nombre de questions. Peut-on parler d'une politique étrangère camerounaise du risque ? Comment se déploie-t-elle ? Quels sont ses déterminants, ses actions et ses objectifs ? Mieux, comment le Cameroun coopère-t-il sur la scène internationale en vue de lutter contre les catastrophes et atténuer leurs effets sur son territoire ? Cet article ambitionne de montrer que le Cameroun participe à la gouvernance mondiale des risques parce qu'il est exposé, et ne veut donc en tirer que ce qui lui est profitable pour son propre intérêt, évalué ici en termes de sécurité. Cette préoccupation n'aurait rien d'assez original si elle se limitait à vouloir démontrer ce qui précède, puisque depuis Westphalie, les États n'ont pas des amis, mais seulement des intérêts. En revanche, l'article tire son importance, du moins telle est son intention, de son positionnement par rapport au débat relatif à l'impact des politiques intérieures sur les politiques étrangères des États et vice-versa, débat qui n'est pas du tout dépassé et qui tend au contraire à refaire surface dans les milieux scientifiques et les analyses des relations internationales. Il s'agit donc de montrer aussi comment le Cameroun participe à la gouvernance mondiale des risques, et en retour ce que fait cette gouvernance aux politiques publiques nationales de gestion des risques et des catastrophes.
1. Les déterminants de la politique étrangère du Cameroun en matière de gestion des risques et catastrophes. La politique étrangère du Cameroun est le produit de deux principales contraintes. La première relève de ce que Marcel Merle appelle les déterminismes de l'espace, et la seconde, l'incapacité de cet État à gérer tout seul les nouvelles menaces à la sécurité. 1. Les déterminismes géographiques et la géopolitique internationale comme fondement de l'action internationale du Cameroun, 1960 à 1986. Gérard Chaliand estime que les lignes d'expansion, comme les menaces à la sécurité, sont dessinées à l'avance sur les cartes du globe. Il rejoint en cela Marcel Merle pour relever l'influence des déterminismes structurels internes des États, qui constituent ou non des atouts dans le déploiement des politiques étrangères. La vision de ces auteurs, tout en s'intéressant particulièrement à la géopolitique des États, est d'un grand intérêt, car elle permet de voir l'influence des contraintes géographiques et structurelles sur la mise en danger des territoires et qui les contraindrait ainsi à se déployer sur la scène internationale à la recherche de la sécurité. Il s'agit plus précisément de montrer qu'une forte vulnérabilité aux risques naturels contraint l'État du Cameroun à coopérer sur la scène internationale en vue d'atténuer les effets et les conséquences des catastrophes sur son territoire. Cette pensée exprime également de manière latente, non seulement que les contraintes endogènes sont un déterminant de l'action internationale des États, mais également que cette action est une course à l'intérêt. Une analyse diachronique permet de mieux rendre compte de cette logique différenciée d'intérêt, entre l'ancien régime d'Amadou Ahidjo, assez inerte sur la scène internationale parce que se sentant à l'abri des désastres majeurs, et le nouveau régime de Paul Biya plus présent du fait de nombreuses occurrences des catastrophes. De fait, lorsque le Cameroun accède à l'indépendance en 1960, il est très préoccupé par sa sécurité menacée par une forte activité infraguerrière et une guerre civile. Il n'est donc nullement fait place aux risques et menaces naturelles, bien que certaines dispositions légales et institutionnelles en prennent conscience dès 1968. Aux prises avec les attaques de l'Union des populations du Cameroun, le pouvoir d'Ahidjo construit sa sécurité autour de politiques publiques spécifiques qui ne font que très peu référence aux risques et catastrophes naturelles. Il faut chercher dans un texte de loi de 1967 pour retrouver une évocation des risques naturels. Un alinéa de l'article XI y indiquait que le ministre chargé de l'administration territoriale et de la fonction publique fédérale, MINATFPF, met en œuvre des mesures de protection civile pour les risques courus par les populations civiles du fait des calamités telles que les incendies, les inondations, les cyclones et les tremblements de terre. Et bien qu'ayant ratifié la Convention de Genève et ses protocoles additionnels I et II de 1977 prévoyant des mesures... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.